Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Laure. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, puisqu'on se connaît depuis un petit moment, mais on échange principalement par message sur LinkedIn, vu que moi je suis en Bretagne et puis que toi tu es à Toulouse. Donc là, on est dans le coworking où on a aussi tourné l'interview avec Rodolphe ce matin. Je ne sais pas dans quelle heure seront publiés les épisodes. Mais du coup, si on peut expliquer un peu comment va se passer cette interview, assez classique comme toutes les autres. Donc, je vous invite à aller les écouter. On va commencer par parler du tout début. Où est-ce que Laure est née, ce qu'elle a fait comme étude, quel type d'enfant elle était, si elle voulait être expert comptable ou pas. Et puis, toutes ses expériences professionnelles, ce qu'elle en a retiré, jusqu'à arriver à aujourd'hui, ce qu'elle fait. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, donc je m'appelle Laure Froidefond, je suis expert comptable diplômée depuis 1 an. J'ai monté mon cabinet Ares Conseil et je fais en plus de ça du coaching deck. Et un cabinet qui n'est pas un cabinet d'expertise comptable. Un cabinet qui n'est pas un cabinet d'expertise comptable puisqu'on fait tout sauf de la comptabilité. Enfin, avec Rodolphe, on fait tout sauf de la comptabilité. Voilà, on fait que des missions qui nous intéressent, mais je pense qu'on en parlera un peu après. C'est ça, super. Est-ce que tu peux nous dire alors, quand tout a commencé, où est-ce que Laure, elle est née ? Alors moi, je suis née à Toulouse. Pure souche. Pure souche, je pense que ça s'entend dans mon accent. Je suis née à Toulouse de parents pas forcément toulousains qui étaient un peu partout en France et j'ai vécu à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse et pour l'instant je suis restée sur Toulouse. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie ? Alors moi, mes parents, j'ai ma mère qui est biologiste et mon père qui est ingénieur, donc j'ai quand même 2 parents qui ont fait plutôt des études poussées mais qui viennent à la base de familles plutôt ouvrières parce que mes grands-parents, du côté de mon père, ma grand-mère était illettrée par exemple. Et du côté de ma mère, c'était des ouvriers. Mon grand-père était chaudronnier, par exemple. Donc, mes parents ont fait ont fait des belles études, mais ils sont issus de familles assez pauvres, mais qui les ont poussés à faire des études. Et du coup, par la suite, ils ont essayé de nous transmettre aussi ces valeurs d'essayer de faire des études pour s'en sortir. Et donc, toi, quand tu étais petite, primaire, collège, quel type d'élève tu étais ? Est-ce que tu étais sage ? Est-ce que tu étais turbulente ? Est-ce que tu avais des bonnes notes ? Alors moi, j'ai toujours été une enfant assez ambiguë, je pense, parce que j'étais très bonne à l'école. Toujours des bonnes notes, plutôt première de la classe, des choses comme ça. Par contre, je pense que... Alors en maternelle et en primaire, ça devait aller, mais tout ce qui a été collège, lycée, je pense que les profs devaient me détester parce que j'avais des bonnes notes, mais j'étais insolente, tout le temps dans la provoque avec les professeurs, tout le temps pas turbulente non plus, mais j'étais assez insolente. Je pense que j'étais pas le genre d'élève qu'on aimait bien avoir. Et en plus, personne ne pouvait rien me dire parce que quand il y avait les conseils de classe, mes parents disaient oui, mais comme elle a des bonnes notes, on peut pas la gronder. Donc plutôt bonne à l'école, mais assez dans la provoque et assez insolente avec les profs, toujours dans la contradiction, un petit peu à les pousser. Donc je pense qu'il y a certains profs qui devaient bien m'aimer, mais d'autres un peu moins. Et donc ça a été le cas plus collège, lycée ? Ouais, je pense que toute petite, il n'y a pas vraiment de... Quand on est tout petit, je pense que j'étais quand même une enfant sage, même si je faisais beaucoup de caprices. Toujours, il y a un caractère très, très trempé, on va dire. Au collège, je pense que j'étais infernale. J'étais tout le temps... je me faisais tout le temps reprendre par les professeurs, etc. Mais j'avais de très bonnes notes. Au lycée, j'ai commencé à me calmer. Parce que j'ai commencé à comprendre que c'était pas une bonne idée de se mettre les profs à dos. Et je pense que c'est à partir de la fac où j'ai vraiment commencé à être une vraie bonne élève, c'est-à-dire bonne note et bon comportement. Donc jusqu'au lycée, on va dire que j'étais pas très appréciée des profs, je pense. Et à partir de la fac, là, j'ai arrêté, j'étais beaucoup plus sage et beaucoup plus sympa avec les profs. Et donc, tu étais bonne élève, tu as fait
quoi comme bac et comment le choix a été fait? Est-ce que c'était toi qui as choisi? Est-ce que c'était plus tes parents? Alors moi j'ai fait un bac S. Ça n'a pas été très compliqué, c'est que moi on m'a toujours appris que pour qui peut le plus peut le moins, donc moi on m'a toujours dit que c'était bac S, sachant que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, c'était bac S. Et puis j'ai toujours aimé tout ce qui était scientifique, les maths, SVT et physique. Moi c'était quelque chose qui me plaisait, et puis dans ma famille c'est comme ça, on fait bac S. Et j'en avais les capacités, donc j'ai fait un bac S. Ça on m'a ni forcé ni donné le choix, c'était comme ça, c'était bac S pour tout le monde, donc bac S. Et t'avais pas du tout d'idée de ce que tu voulais faire? En fait, j'ai toujours été assez curieuse, donc je pense que j'ai eu envie de faire plein de choses dans ma vie. J'ai eu longtemps envie de devenir... donc je suis cavalière depuis toujours. Les animaux, c'est une grande partie de ma vie. Donc j'ai toujours voulu être vétérinaire pour les chevaux, etc. Et en fait, j'ai vécu une semaine avec un veto, pas pour un stage, mais pour un événement plus compliqué. Et il n'avait pas de vie et il ne voyait pas sa famille, etc. Donc ça m'a un peu dégoûtée du métier. Donc j'ai abandonné veto alors que c'était quand même ma priorité. Après, j'ai voulu faire psycho. Toujours adoré tout ce qui était psychologie, etc. Mes parents m'ont gentiment expliqué que psycho, ça amenait pas à grand chose. Tort ou à raison, je sais pas. Donc j'ai pas fait psycho et après j'ai pensé faire HEC. Enfin, mes parents ont beaucoup pensé que j'allais faire HEC. Mais comme j'étais quand même un peu flemmarde et que j'ai longtemps compris que beaucoup bosser, c'était pas ce qui m'intéressait, beaucoup réviser en tout cas, c'était pas ce qui m'intéressait, pareil, j'ai laissé tomber HEC. Et après, je voulais simplement m'inscrire à la fac, comme ça. Mais j'ai un ami qui m'avait dit de faire ce qui à l'époque s'appelait l'IAE et qui m'a dit vas-y quand même c'est sur dossier. Ça intéressait quand même beaucoup plus mes parents parce que du coup c'était une école une université sur dossier. Et en fait j'ai atterri dans la compta plus par hasard que par vocation. J'ai jamais voulu être expert comptable. Mon père me disait que j'allais être... Mon père m'a toujours rabâché que je serais un jour expert comptable. Je lui ai toujours dit que c'était hors de question, ça n'arriverait jamais. Faire des maths et mettre des chiffres dans des cases, je le ferai jamais. Et aujourd'hui, je suis expert comptable. Diplômée. Mais pas vraiment expert comptable. Donc, en même temps, tu as satisfait ton père, mais en même temps, tu es resté fidèle à toi-même. Tu n'es pas vraiment expert comptable. Exactement ce que je me disais avant l'interview, c'est qu'au final, j'ai satisfait mon père et c'est horrible, mais les dictates de la société qui poussent quand même à faire des longues études. Mais d'un autre côté, j'ai réussi à m'écarter de ce qui me dégoûtait un peu des longues études et du métier d'expert comptable. Donc, je suis diplômée et je suis quand même très fière de mon diplôme. Et d'un autre côté, je fais que des trucs qui m'intéressent. Donc, j'ai réussi à faire le doublé. Super. Et du coup, quand tu étais à l'IAE, quand on rentre post-bac, c'est quoi? C'est un DUT ou Non, quand on rentre à l'IAE, donc c'est l'université. Donc c'est le programme licence-master. L1, Ouais, L1, L2, L3. Donc j'étais en fait, quand je suis rentrée à l'IAE, mon but n'était pas du tout de faire de la compta, mais en fait, ils avaient un master en commerce international à l'époque. Et moi, je voulais faire du commerce international. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais ça avait l'air cool. Plus que la compta. Plus que la compta. Mais le tronc commun, ça s'appelait compta contrôle à l'époque. Je m'étais dit, c'est pas grave, je fais 3 ans de compta. Je sais pas ce que c'était non plus la compta d'ailleurs, parce que j'avais fait un bac vraiment scientifique, donc la compta, je sais pas ce que c'était. J'avais vu qu'il y avait d'autres matières, comme du droit, des choses comme ça, donc ça avait l'air assez complet. Donc je m'étais dit, je fais 3 ans de compta. Et au bout de 3 ans, je bifurquerai sur le master qui m'intéresse. Même au bout de 2 ans, on pouvait commencer à se réorienter. Et en fait, je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des bonnes notes en première année, en deuxième année. Et en fait, je me suis pas posé de questions, j'ai continué. Et un jour, je me suis retrouvée à avoir un bac plus 5 et un jour un bac plus 8. Mais à la base, j'étais rentrée à l'IAE en licence, mais pour faire un master en commerce international. Mais tu étais déjà spécialisée du coup dès la licence Dès la licence, c'était une sorte de tronc commun. On faisait de la compta, du droit, de la fiscalité, toutes les matières. Oui, en fait, ça reste quand même des matières du DCG quelque part. Mais chez eux, c'était un tronc commun. Et après, à partir de la deuxième année, on pouvait partir en marketing, en management, en RH, etc. Et finalement, je ne me suis pas réorientée. Je suis restée en compta. Mais ça reste le programme globalement du DCG, puisqu'avec la licence, on a l'équivalence du DCG. Et avec le master, on a les 5 équivalences du DSCG. Et à ce moment-là, quand tu étais en licence, parce que tu disais que tu ne voulais pas être expert comptable, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou juste tu te laissais porter Non, j'ai jamais pensé que... D'ailleurs, ça m'énerve un peu quand on force des jeunes de 18 ans à choisir absolument un métier. Toute leur vie. Pour toute leur vie. Alors, il y en a qui savent, il y en a qui ont une vocation et je trouve ça génial. Mais on met souvent la pression à des jeunes. Et moi, à l'époque, j'étais jeune. Je me suis jamais pris la tête. Je me suis toujours dit que j'allais faire des études, entre guillemets, généralistes, dans un domaine quand même de la gestion. Je savais quand même que
potentiellement je ferais quelque chose dans la gestion. Je savais qu'en fait, je voyais les études comme le moyen d'acquérir des compétences, des connaissances et de me faire un bagage qui un jour me permettrait de faire un truc. Quoi, je savais pas. Donc, j'étais pas fixée sur un métier, mais je m'en fichais parce qu'au fond de moi, je savais très bien que c'était pas grave de pas savoir. À 18, 19 ou 20 ans, j'ai eu tellement d'idées dans ma vie de métier que je savais très bien que 2 ans après, j'allais changer d'idée. À chaque fois que je passais une année, je rencontrais des gens différents, des métiers différents et j'avais des nouvelles idées. Donc, je me disais, t'inquiète, tu passes tes études, chaque chose en son temps. J'avais vite quand même l'objectif du DSCG puis du DEC. Et je m'étais dit, une fois que tu auras ça, tu auras l'expérience et la maturité de savoir ce que tu veux faire. Mais à 20 ans, j'ai jamais prétendu savoir ce que je voulais faire plus tard et beaucoup d'étudiants me contactent stressés par ça. Je sais pas ce que je veux faire plus tard. Moi, je pense qu'il faut pas se mettre la pression, faire des études qui nous offrent beaucoup de voies, des études qui nous plaisent et après le métier qu'on veut faire, on sait déjà pas ce qu'on fait l'année prochaine, donc savoir ce qu'on va faire pendant 20 ans. Donc non, j'avais pas d'idée fixe en tête. Ouais, c'est ça, les études, toi tu le voyais plus comme un moyen que comme la finalité où on se dit c'est bon les études. Ouais, fini, je te dis, j'ai eu 2 idées dans ma vie, être psy et être veto. Ça, c'était des vraies idées de métier. À partir du moment où j'ai abandonné ça, je suis partie dans un... En plus, je sais pas toi, mais moi, les études de gestion, moi, j'y comprenais rien aux différents métiers, la finance, DAF, expert comptable, je voyais... C'est quoi la différence je voyais pas la différence entre tous ces métiers. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je ne connais pas tous les métiers qui existent dans la gestion non plus. Donc, à cette époque-là, je savais même pas à quel métier me prédisposaient mes études, à part expert comptable. Donc, je me prenais pas la tête. Je savais que j'allais avoir plusieurs possibilités à la fin. Mais je me prenais pas la tête de me fixer sur un métier en particulier. Oui, et après tu as peut-être continué DSCG DEC parce que aussi un peu comme le S, on va dire que c'est ce qui ouvre le plus de portes, au moins tu peux faire ce que tu veux après. Par contre, une fois que j'étais dans le cursus, une fois que j'étais lancée, il y avait plus de questions à se poser, c'est-à-dire je voulais le DSCG et je voulais le DEC, c'est-à-dire qu'à partir de la licence, à partir du moment où j'ai continué en compta, je savais que j'irais au bout du DEC quoi qu'il arrive, et je me suis toujours dit, même si tu ne veux pas faire expert comptable, on m'a toujours dit qui peut le plus peut le moins, donc je me suis dit j'aurai le DEC et après avec le DEC ça m'ouvrira des portes, alors que s'arrêter en cours de route, je savais que je serais vouée à faire des métiers peut-être j'aurais moins de possibilités. Donc par contre, une fois que j'étais lancée, c'était DEC ou rien, depuis toujours c'était dans ma tête. Et comme on le verra après par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, si j'avais pas le DEC, ça serait pas compliqué. Pareil. Compliqué, pas infaisable. Manque de légitimité. Ouais, le DEC, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour savoir... j'ai plus trop envie de faire de compta, je sais pas si je dois passer le DEC ou pas. Je leur dis franchement, si te reste pas longtemps, te pose pas la question. Passe le DEC. Une fois que tu l'auras, tu verras toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Vaut mieux le passer et avoir plein de possibilités que pas le passer et regretter parce qu'on s'est fermé des portes. Donc oui, le DEC, c'était obligatoire pour moi. Et en licence, tu as fait un premier stage ? Alors moi, j'ai commencé les stages le plus tôt possible, c'est-à-dire que je crois que le premier stage était obligatoire en L. Il y a eu une année ou 2 où les stages n'étaient pas obligatoires et moi, j'en ai quand même fait. En plus, j'ai fait ça dans un tout petit cabinet dans la campagne avec un monsieur d'un certain âge qui était encore au papier. Donc moi, je descendais les balances avec une règle, j'imprimais les grands livres, je reliais les grands livres... Ah ouais, moi j'ai jamais fait ça. Je reliais les grands livres à la reliure là. Donc j'ai vraiment connu, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, ça devait être un stage d'1 mois peut-être, je ne sais plus si c'était en licence 1 ou en licence 2. Ou licence 2 ou licence 3, pardon. Donc j'ai fait des stages dès le début parce que j'avais quand même besoin de savoir ce que j'allais faire plus tard. Et donc ouais, mon premier stage, ça a été vraiment dans un tout petit cabinet, enfin tout petit, un cabinet mais vraiment pas numérique, surtout à l'époque. Et c'est vrai que je faisais tout papier. Et ça t'a pas dégoûté un peu ou... En fait, quand tu es en licence, quand tu es au tout début de tes études, sachant que ce que tu apprends à l'école, c'est de la compta pure, je pense pas qu'à cette époque-là, ça m'a dégoûtée, parce que pendant mon stage, j'étais contente de réussir à mettre en application des trucs tout bêtes que j'avais appris à l'école, comme comptabiliser une écriture ou comprendre que la balance, ça fait 0 à la fin. Donc j'étais quand même contente parce que c'était des tâches très simples, mais vu mon niveau d'études, ça me satisfaisait à cette époque-là. Donc ça m'a pas... Ce stage-là, en tout cas, m'avait pas dégoûté parce que ça s'était bien passé. Après, j'ai poursuivi, donc je suis partie en audit tout de suite. Donc je pense que mon deuxième stage, ça a été tout de suite de l'audit, pareil dans un petit cabinet familial. Et là, ça a été coup de cœur. Coup de cœur pour l'audit. J'étais dans un cabinet plutôt petit, avec une manageuse qui était passionnée par l'audit. Mais quand je te dis passionnée, c'est j'avais jamais vu une femme aimer autant ce qu'elle faisait. Et elle m'a transmis ça à l'époque, donc je devais être en master en L3, pardon. J'ai refait mon stage là-bas en master 1 et j'ai été passionnée par l'audit. Je trouvais ça génial, le commissariat, l'analyse, enfin tout ce qu'on faisait. Je trouvais ça génial.
Et puis après, j'ai commencé à travailler pour de vrai. Et après, je pense que le fait aussi que le stage, le tout premier stage où tu as relié, etc., des grands livres, ça n'avait pas duré très longtemps non plus. Donc, si tu avais fait ça pendant 6 mois, oui ça t'aurait peut-être gavé. Mais un peu énervé. Mais c'est vrai que mes stages m'ont plutôt donné une image très positive de la profession, et que ce soit le premier ou le deuxième, les experts comptables qui tenaient ces cabinets étaient des gens, donc c'était quand même des petites structures, mais un peu père ou mère de famille, tu vois, très bienveillant, je m'identifiais beaucoup à eux. Surtout mon deuxième stage, c'est toujours une femme expert comptable, et je m'identifiais à elle et je me disais plus tard, je vais être comme elle, je vais être comme Corinne. Et elle était à la fois une mère de famille qui en tout cas avait l'air très épanouie. À la fois, elle menait ses équipes d'une main de manageuse. À la fois, elle était quand même bienveillante. Tu savais que tu pouvais aller la voir quand tu avais un problème. Enfin, vraiment, cette femme, elle m'a donné goût au métier, et la manageuse avec qui je travaillais était tellement fan de ce qu'elle faisait que j'ai vraiment aimé à ce moment-là. Mais c'était des petites périodes. Et après, je suis rentrée dans la vraie vie de collaborateur comptable. Et là, au début, ça allait, puis après, ça allait un peu moins. C'était quoi? C'était en M2? Tu as fait en alternance peut-être, ou c'était après le master? J'ai fait donc mon stage de M2. Je l'ai fait dans le cabinet d'expertise dans lequel j'ai fait mon stage de DEC. Donc, c'était licence et master où j'étais dans les tout petits cabinets. Et après Master 2, j'ai fait mon stage dans le cabinet dans lequel après j'ai été prise en CDI. CDI que j'ai mené pendant 3 ans, puisque c'était mes 3 ans de stage. Donc, cabinet dans lequel j'ai eu un CDI, j'en ai eu qu'un. C'est celui où j'avais fait mon stage de M2. Et donc, quand tu disais que tu as découvert le métier de collaborateur, c'était pendant le M2 du coup? Ouais, c'était plutôt pendant le M2, parce qu'avant, j'étais quand même stagiaire dans les autres petits cabinets, donc c'était quand même pas la même chose. Et puis stagiaire, tu pars à 16h30, bon, c'est pas un problème. T'es stagiaire, en fait, t'es là, mais t'es pas là, c'est pareil, quoi. Collaborateur, on commence à t'expliquer que t'es là, t'as un contrat de travail et t'es payé pour ça, donc tu rentres vraiment dans des vraies habitudes de travail, des vraies attentes aussi. Parce que quand t'es stagiaire, on n'attend pas grand-chose de toi. Si tu fais bien les choses, c'est bien. Si tu les fais pas bien, on t'excuse, parce que de toute façon, t'es un petit, quoi. Quand tu rentres collaborateur, on attend des choses de toi, t'es payé, t'as un salaire, mais derrière, il faut rendre un certain travail. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment me confronter au vrai métier et à la vraie expérience professionnelle. Et là, tu étais en expertise ou en audit? Non, moi j'ai toujours fait, à part mon tout petit stage dans mon petit cabinet où j'ai relié des bilans, j'ai toujours fait de l'audit. Donc le cabinet dans lequel j'étais en CDI, je faisais que du commissariat. C'est un cabinet où le mixte n'existe pas beaucoup. Soit tu es en commissariat, soit tu es en expertise. Et de toute façon, je ne voulais pas faire d'expertise. J'ai très tôt su que c'était pas quelque chose qui me plaisait. J'étais vraiment orientée audit, donc c'était un choix de ma part et ça cadrait bien avec le cabinet dans lequel j'étais. Donc non, je faisais 100% commissariat. Et que tu dis que le métier de collaborateur comptable, t'as un peu déjanté et tout, ça te correspondait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Je pense que déjà, moi, personnellement, en tant que personne, je pense que je rentre dans aucun moule. C'est pour ça que j'avais des problèmes à l'école, c'est pour ça que y a aucun moule qui me convient. Je supporte très rarement de travailler pour quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un que j'estime sur tous les plans, personnel, professionnel, etc. Au-delà du fait que le milieu de l'expertise est, à mon sens, un milieu professionnel difficile pour les collaborateurs, je pense que moi, en tant que personne, je ne suis faite pour ne travailler que pour moi. Et ça, c'est propre, enfin, c'est inné, c'est propre à moi. Donc, en fait, je pense que peu importe le cabinet dans lequel j'aurais travaillé, je n'étais pas faite pour ça. Moi, le simple fait d'avoir des jours de travail et des horaires, peu importe les horaires, même si j'avais le droit de commencer à 10h, par exemple, ce qui n'était pas le cas, mais peu importe les horaires, le simple fait d'avoir un cadre, c'est quelque chose qui j'ai l'impression d'être contrainte. Donc, en plus, le métier de l'audit étant un métier où on fait beaucoup de déplacements, on se lève parfois très très tôt pour partir loin, on finit parfois très très tard parce que les missions sont sur 2-3 jours parfois, on mange rapidement, le commissariat, on n'est pas vu par les clients comme en expertise, donc parfois on atterrit dans des sortes de locaux, petits locaux sans chauffage. Un peu comme le contrôleur des impôts. Ouais, un peu comme le contrôleur des impôts, ouais. Pas de chauffage, pas de verre d'eau, pas de clim, pas de fenêtre. Donc c'est des conditions de travail qui sont quand même pas les mêmes que quand tu es tout le temps au cabinet. Quand tu es tout le temps au cabinet, mine de rien, tu as ton bureau, ton PC, ta clim, ton mug café, avec ton café, tu as tes collègues. Quand tu pars en mission 3 jours dans des bleds où il fait froid et qu'on te traite pas très bien sur place, c'est quand même le commissariat, il faut comprendre que
pour ça qu'on est un peu mieux payé en audit, je pense, qu'en expertise. C'est pas la même routine de travail, c'est pas facile. Donc il y a eu ça, il y a eu le cadre de travail tout simplement avec des horaires et des jours de travail. Il y a eu c'est un métier très normé, on a beaucoup de procédures, beaucoup de formalismes. Et moi, parfois, bêtement, j'avais envie de faire différemment. J'avais tout le temps envie de faire différemment d'ailleurs, mais on peut pas, c'est un métier très normé. Donc en fait, il y a trop de facteurs qui ont fait que j'étais, moi en tout cas, pas faite pour ce métier. Et donc la première année, j'étais simple assistante. Puis après, j'ai commencé à prendre des responsabilités et j'avais quand même une conscience professionnelle assez forte. Donc j'essayais de faire bien mon travail et du coup, j'étais très stressée parce que prenais quand même des responsabilités assez rapidement. Donc j'ai été vite stressée de peur de ne pas rendre ce qu'il fallait dans les temps. On est quand même sous pression tout le temps. Petit à petit, mon état en fait s'est dégradé parce que je m'y retrouvais plus du tout. Dans ce métier. Ce qui avait au début me plaisait énormément a commencé à plus du tout me plaire en fait. C'était quoi qui te plaisait au début ? Au tout début, je trouvais ça chouette d'analyser des comptes. L'équipe était super. J'étais tout le temps au bureau dans le tout petit cabinet où j'étais au début. On faisait pas d'heures. Enfin, c'était vraiment C'est la version édulcorée. C'est la version édulcorée, c'est la version stage. C'est la version stage de M1, quoi. Donc, version stage de M1, quand j'y connaissais pas grand-chose et que j'avais pas trop de... Je savais que je restais 2 mois dans ce petit cabinet. Par contre, quand tu sais que c'est ton métier pour toujours, là, tu commences à te demander si vraiment ça te plaît. Et petit à petit, ça a commencé à me plaire de moins en moins. Puis plus tu grandis, plus tu t'affirmes. Plus tu as tes propres idées. Sauf que tu vas pas aller expliquer à un associé qui a 40 ans d'expérience que toi, tu veux faire comme ça et c'est pas comme ça qu'on fait dans un cabinet. Ça marche pas comme ça. Donc en fait, j'ai vite compris que si j'étais pas contente, valait mieux que je parte parce que j'allais pas imposer ma vision. Et puis j'avais pas envie de toute façon. J'allais pas imposer ma vision à qui que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix au bout d'un moment de partir. Je fais partie des gens qui, quand quelque chose ne leur va pas, si je me suis plainte pendant mon stage, mais quand quelque chose ne me va pas, j'essaye pas de révolutionner si on m'attend pas là-dessus. Je m'en vais, tout simplement. J'accepte que je suis pas faite pour ce que je fais et je m'en vais et je fais les choses à ma sauce. Et le fait que ça te plaise pas vraiment ton job et que tu te dises que c'était pas fait pour toi, ça a quand même pas remis en cause le fait de devoir passer ton DEC ? Non, le DEC, j'ai toujours décorrélé le DEC du job en lui-même parce que pour moi, le DEC, comme je te disais, c'était... déjà, je m'étais lancée dans 8 ans d'études, rien que pour mon ego personnel, c'était pas possible de pas aller au bout. C'était pas une question de pression de la société, mais plus pour moi. Moi, quand je me fixe un objectif, c'est comme ça, je vais au bout. Et je savais qu'avec ce DEC, quand même, j'avais une espèce de carte de visite. Je sais pas te dire à quoi ça allait servir parce qu'à l'époque, je savais pas du tout que j'allais monter à RS Conseil, j'étais loin de tout ça. Mais je savais que ce DEC, à un moment donné, il allait me servir à quelque chose. Je savais pas quoi, mais c'est une sorte d'intuition. Et donc, le DEC, ça a toujours été obligatoire. J'ai longtemps pensé que j'allais monter un cabinet d'expertise comptable, jusqu'au jour où on a immatriculé la société. On pensait qu'on montrait un cabinet d'expertise comptable. Et puis après, je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'est juste le fait de travailler comme salarié qui te gêne ? Ou est-ce que c'est aussi la matière en elle-même, le métier en lui-même ? Là, j'ai compris que c'était les deux. C'est là que j'ai compris que RS Conseil ne serait pas inscrit à l'ordre et que moi non plus. Tu disais que du coup, tu n'étais pas forcément super épanouie pendant ton stage et pour autant, tu n'as pas forcément eu envie de changer ? Non, en fait, pour moi, l'herbe n'était pas plus verte ailleurs parce qu'en fait, le cabinet dans lequel j'étais était somme toute un bon cabinet, je pense. Comparativement à d'autres cabinets, j'avais des collègues dans d'autres cabinets qui vivaient des choses beaucoup plus... Enfin, je sais pas quel est le mot, mais beaucoup plus difficile. Je sentais bien que ce qui allait pas, c'était le métier en lui-même. Peu importe le cabinet dans lequel j'allais aller, je m'entendais quand même, on avait une très bonne ambiance dans mon cabinet, je m'entendais très bien avec les associés, etc. Donc, je sentais bien que c'était pas un problème de cabinet, c'était un problème d'être à sa place ou pas. Et j'étais pas à ma place, et changer de cabinet m'aurait rien apporté, si ce n'est des collègues différents et peut-être moins sympas. Là, je connaissais l'émission, c'était juste à côté de chez moi, les gens étaient quand même sympas. Enfin, je savais bien que c'était pas un problème de cabinet. Donc, changer de cabinet, non, ça m'est même pas traversé l'esprit. Je savais que je finirais mon stage là-bas et que ma prochaine expérience, elle serait pas dans un cabinet tout court. Ça, le problème, ça venait plus de toi, entre guillemets. Ouais. Enfin, c'était pas le cabinet. Non, c'était pas le cabinet. Après, je pourrais te dire que c'est les pratiques globales de la profession, parce que peu importe le cabinet dans lequel tu vas, les mentalités restent globalement les mêmes. Après, il y a beaucoup de différences entre les cabinets, mais globalement, il y a une mentalité dans les cabinets qui n'est pas la même dans les boîtes d'ingé, par exemple. Moi, j'ai mon frère qui est ingénieur, je peux te dire que ça se passe pas de la même manière. Tu as des exemples qu'est-ce que tu trouves qui est un peu arriéré comparé à d'autres boîtes, même des fois qu'on a en client, où en fait...
Déjà, quand tu vois que le télétravail, il a fallu le Covid pour que ça commence à rentrer éventuellement dans les mœurs. On te disait que c'était pas possible dans notre métier. C'était impossible dans notre métier, alors que pendant Covid, on t'a bien fait comprendre que t'avais intérêt à bosser de la maison, et puis voilà. Covid est parti. Ah ouais, t'as le droit à un jour de télétravail par semaine, une semaine sur deux, le jour où c'est pair, machin. Bon, moi, mon frère, je te dis, il est en cabinet d'ingé, il faut juste qu'il ait fait son boulot, quoi. Et s'il veut pas venir, il vient pas. S'il veut arriver à 10h et partir à 15h. Enfin, tu vois, c'est des mentalités différentes. Donc, je pense que les mentalités cabinet, mentalité de cette profession me convenait pas, mais que c'était pas le cabinet en lui-même le problème. C'était moi face à la mentalité de la profession, on va dire. Et donc, tu disais que tu avais pris en responsabilité quand tu étais dans ton poste en audit, c'est-à-dire, est-ce qu'au niveau des missions, c'était différent, peut-être au niveau des cycles ou... En fait, en tout cas, dans le cabinet dans lequel j'étais, c'est ni un big, ni un tout petit, c'est une sorte de cabinet intermédiaire. Donc, quand tu es assistant, tu fais du cycle. Mais dès l'année suivante, tu passes responsable de mission. Alors, on ne te largue pas comme ça dans la nature, mais tu passes responsable de mission. Tu commences à manager des personnes. C'est-à-dire que moi, dès ma 2e année d'expérience, j'ai commencé... Alors, un assistant, 2 assistants, c'est pas beaucoup, mais tu commences à manager des personnes, c'est-à-dire que tu penses plus qu'à toi, tu penses aussi au déroulement de la mission et aux gens qui font leurs travaux, qui doivent répondre à des questions, etc. Donc j'ai évolué en termes de cycles, évidemment, je suis passée des cycles de base comme fournisseur, trésor, à des cycles comme la fiscalité, des choses comme ça. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a mise en difficulté, c'est qu'on te demande d'un coup d'être polyvalente. C'est-à-dire, on ne te demande pas de faire que ton travail, on te demande de faire de ton travail, de répondre aux assistants. Donc, il faut savoir faire le travail des assistants aussi, ce qui est logique. Faire ton travail, répondre aux assistants, mener bien la mission, être sûr que tu vas réussir à aller au bout, faire une restitution à l'associé commissaire aux comptes, faire une restitution au client, être capable de te poser des questions, alors que quand tu es assistant, tu fais ton cycle et c'est tout. Et en fait, il y a eu un gap comme ça qui a été très intéressant, mais d'un autre côté très stressant, parce que d'un coup, on te demande d'apprendre beaucoup de choses. Par contre, je regrette pas. Je pense qu'en 3 ans d'audit, j'ai plus appris que si j'avais fait 10 ans d'expertise comptable. Et aujourd'hui, je suis capable de monter ma boîte, d'évoluer sur ma boîte. Et même avec Rodolphe, parfois, quand on fait certaines missions, je me rends compte que j'ai un esprit d'analyse très, très poussé. Et ça, je le dois uniquement à mes 3 ans d'audit en version accélérée dans ce cabinet. Et est-ce que en audit, est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous raconter, des inventaires un peu spécifiques ou des refus de certifiés, des fraudes Oui, des inventaires spécifiques. J'ai fait des inventaires à moins 45, je crois, avec Moon Boots dans des frigos. C'était quel C'était des sociétés de surgélation, des choses comme ça. Donc tu te retrouves à faire des inventaires. Après, moi, j'avais pas d'inventaire trop bizarre, mais j'ai des collègues qui avaient des inventaires dans des carrières, donc ils sont en rappel avec des bottes. Dans des carrières de granit. Je crois que tu en parleras avec Nicolas Ruiz, qui, je crois que lui, il avait des inventaires comme ça où il compte des blocs de granit. Je les imagine avec un casque en rappel et avec des bottes. Des fraudes, non. Après, c'est vrai qu'on t'apprend des trucs à l'école et puis après, quand t'arrives sur le terrain, tu vois des choses aberrantes, comme des mecs qui s'affrètent des jets privés pour aller à des assemblées générales, mais l'assemblée générale, bizarrement, elle est aux Bahamas ou des choses comme ça. Tu sais bien qu'il se passe des choses. Mais bon, voilà quoi. Ça reste ton client. Ça reste ton client et bon, sans non plus, les commissaires aux comptes ne couvrent pas des ABS ou des choses comme ça, mais bon, tu sens bien qu'entre ce que on t'apprend à l'école et la réalité du terrain, au bout d'un moment, t'es quand même payé par ses clients. Et on s'était longtemps posé la question de l'indépendance par rapport au fait que tu es quand même payé par ses clients. J'ai pas d'exemple trop flag, et de toute façon, je pense que je les donnerai pas. Mais non, jamais de trop flag. Mais c'est vrai que tu vois bien que parfois, il y a des dirigeants qui passent des trucs, c'est pas des trucs pour la boîte. Mais d'un autre côté, si tu le dis, c'est quand même un gros client. Bon, est-ce qu'il te renouvelle l'année prochaine ? Tu sais pas. J'ai déjà vu quand même des refus. Quand vraiment ça passe pas, quoi. Quand le CAC dit non et que le client dit oui quand même, c'est déjà arrivé que ça passe pas, mais pas sur mes dossiers en tout cas, pas sur le dossier. Mais par contre, peut-être des certifications avec réserve. Ouais, des réserves, ça on n'hésitait pas. Enfin, on en mettait quand il y avait un point sur lequel on n'était pas d'accord, des stocks, des provisions, des choses comme ça, et que le client voulait pas en démordre. On est quand même une profession réglementée, etc. Donc oui, bien sûr, on mettait réserve. Refus sur mes dossiers, j'en ai pas vu. Réserve, observation, oui. Mais en général, les clients le comprennent. Ça les pénalise pas plus que ça. Oui, puis en plus, le commissaire aux comptes, il engage sa responsabilité. C'est pour ça, on joue pas non plus. Il y a un tout petit peu de marge de manœuvre. Tu vas pas tiquer. Enfin, tu vas pas mettre un refus parce que t'as vu un petit truc.
Puis bon, parfois, voilà, tu peux laisser quelque chose couler, mais globalement, on engage la responsabilité du commissaire aux comptes, la notoriété du cabinet aussi. Donc nous, sur le cabinet, ils étaient quand même assez intransigeants. Après, quand tu entends certaines affaires sur d'autres cabinets, notamment certains big, voilà, là, tu entends des trucs... ça m'étonne moyen, mais bon, t'entends des trucs un peu plus gros. Moi, sur le cabinet dans lequel j'étais, on était plutôt clean. Et puis, on n'avait pas des dossiers qui laissaient ce genre de fraude énorme passer. Donc, j'ai rien vu de dingue. J'ai pas Après, d'anecdote. pour me faire l'avocat du diable sur les bigs, ils ont aussi beaucoup plus de clients. Enfin, à chaque fois, ça fait scandale. Mais comparé au nombre de clients qu'ils ont, et c'est des très très gros clients, ça n'excuse pas, mais je veux dire, si on remet dans le contexte, comparé au nombre de clients qu'ils ont, même quand ils ont un scandale, ça fait la une des journaux. Après, le problème des bigs, je pense, c'est qu'il y a un moment donné, quand tu es aussi gros et que tu travailles avec des clients aussi gros, il y a un moment donné, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu, voilà. Après, moi, ça me dérange quand même, parce que là où des plus petits cabinets certifient des plus petits clients, et certifier un plus petit client, si tu fais une bêtise, je dis pas que c'est pas grave évidemment, mais c'est un petit client. Par contre, quand tu commences à certifier des très 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 grosses boîtes avec beaucoup d'investisseurs derrière, des banques qui financent à hauteur de millions, etc., je trouve que tu as moins le droit à l'erreur que sur le petit Intermarché dont tout le monde se fout globalement. Donc ouais, ils ont plus de clients, ils traitent des problèmes, il y a plus de risques, il y a de fraude aussi sur leurs clients, mais je trouve qu'ils ont un rôle plus fort que les petits cabinets, ou en tout cas sur les petits clients, parce que derrière, il y a beaucoup de parties prenantes, en fait. Donc, mais je pense qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux d'argent. La politique, c'est aussi une partie prenante, on va dire. C'est ça. Donc, je pense que c'est pas facile aussi pour eux, parce qu'ils doivent avoir beaucoup d'enjeux en même temps. Mais je leur en veux un peu, parce que d'un, ils ternissent la profession. Parce que dès qu'il se passe un truc chez les bigs, tout le monde est au courant, parce que ça sort dans la presse. Alors que si tu passes une fraude sur un Intermarché, ça va bien se passer. Et je leur en veux un peu parce qu'ils se doivent d'être encore plus intransigeants, justement, de par leur notoriété et de par leur image. Et bon, et quand il y a un scandale qui sort, c'est toujours les mêmes que ça vise, quoi. Donc bon, je pense qu'après, ils gèrent des honoraires tellement gros qu'ils sont obligés de fermer les yeux sur quelques... Une fois, pendant un oral de DSCG, j'ai dit ça. J'ai dit que les bigs fermaient les yeux sur certaines choses. Quand tu étais jury ou quand Non, quand j'étais étudiante, que j'ai passé mon grand oral à la fac, j'ai dit, je sais plus sur quel était le sujet. Et je dis oui, mais ça arrive que les bigs, que certains cabinets ferment les yeux. Le jury, j'ai pas pris la moyenne. Quand t'es dans le scolaire, il faut. T'as le droit de le penser, mais il faut pas le dire. Il me dit mais d'où faut sortir ça? Je lui dis j'ai lu des articles. Oh mais non. Alors j'ai pris, et pour moi c'était pas méchant, c'était la réalité. Pour moi il y a vraiment parfois des gens qui ferment les yeux. Et moi j'étais naïve et du coup je le dis plus maintenant. Mais bon, je pense que les bigs ils ont une responsabilité plus importante de par leur notoriété, et quand un scandale sort comme ça, ça décrédibilise un peu toute la profession de commissaire aux comptes. Ça les décrédibilise eux aussi, parce que y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire certifier leurs comptes parce que c'est un big. Enfin, moi je sais que j'ai déjà vu des cas où en gros tu as un groupe et c'est juste la société mère qui est certifiée par un big, parce que pour avoir l'étiquette, mais toutes les filiales, pour faire des économies, on les fait certifier par un autre. C'est pour ça, je pense qu'ils ont de par leur notoriété, de par leur rayonnement publicitaire entre guillemets, ça devrait pas arriver. Plus que sur un cabinet qui a moins de visibilité. Après, c'est intéressant ce que tu disais aussi par rapport à ton oral, là où tu avais dit quelque chose. Et des fois, c'est vrai que moi, j'ai des cas aussi, quand j'échange avec des étudiants, des fois, il y a des choses qu'on peut penser, mais qu'il faut bien remettre dans le contexte de à qui on le dit et comment on le dit. Parce que tu vois, quand tu es dans un oral de master ou même de licence, il y a des choses que, même si c'est vrai, tu ne dois pas forcément le dire parce que tu ne sais pas comment ça va être pris par le jury. Typiquement, par exemple, si tu fais un mémoire un peu organisationnel et que tu dis en gros c'est mieux dans les petits cabinets que dans les bigs, mais en fait tu sais pas si ton jury ça va pas être un associé de KPMG ou d'un big. Donc en fait toujours se dire même si on pense quelque chose, dire qu'il y a des plus et des moins sans forcément donner son avis. Mais en fait, maintenant que je suis coach DEC, je peux te dire que quand je lis certaines choses dans les mémoires, c'est pareil, truc tout bête, mais quand quelqu'un se présente à un oral de DEC et commence par « je suis dans un cabinet à taille humaine », rien que ça, je leur dis « tu dis pas un cabinet à taille humaine, ça veut dire quoi ? Si t'es face à un mec qui vient de chez Price, qu'est-ce qu'il va te dire ? Et moi, c'est pas à taille humaine. » Donc, si tu veux, maintenant, j'ai 27 ans. Je suis la première à dire attention, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut justement à des oraux. Mais quand j'étais étudiante, que j'avais 18 ans, autant te dire que pour moi, c'était... Puis j'étais naïve, j'ai vraiment pas compris cet énervement de mon prof à l'époque. Parce que pour moi, je disais juste un truc... je trouvais même pas ça méchant, en fait. Et maintenant, effectivement, quand je briefe les gens pour les oraux, je leur dis de dire ce qu'ils pensent. Par contre, c'est bien de
de montrer que tu as un avis quand même. Si t'es tout lisse et que tu penses comme tout le monde, c'est pas très intéressant non plus. Mais de toujours soit nuancer le propos, soit le dire avec des mots intelligents. Mais par exemple, voilà, je travaille dans un cabinet à taille humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, à part que c'est un jugement de valeur? Donc effectivement, les jugements de valeur, surtout dans les oraux, on les évite. Ou même, tu peux donner ton avis, mais en disant que toi, personnellement, par exemple, tu te vois plus monter un petit cabinet, mais pas forcément dire que les gros cabinets sont nuls et que c'est surtout que les gros cabinets ne sont pas nuls. Enfin, les gros cabinets mais je veux dire, même si ont tu des avantages, voilà. Donc, si tu veux, et souvent dans les mémoires, je vois des gens qui écrivent. Et souvent, je leur dis, quand tu balances un propos comme ça, complètement subjectif, source-le. Si c'est pas sourcé, que ça vient que de toi, ne le dis pas. Enfin, ou dis d'après moi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui balancent des espèces de vérités comme ça, qui sortent en fait de leur tête. Ils ont l'impression que c'est quelque chose que tout le monde pense. Et en fait, non. Et c'est vrai que pour le deck, je fais très attention quand je coach des gens à ce discours-là. Mais à l'époque, j'avoue que pour moi, c'était logique de dire que les CAC des bigs fermaient les yeux sur des fraudes. Et toujours se mettre à la place de l'examinateur, de se dire, tu sais pas avec qui tu vas tomber. Donc, si c'est un associé de petit cabinet ou de grand cabinet ou qui est pour ou contre. Et puis le principe du jury, c'est qu'il est là pour te challenger. Donc quand tu fais ça, tu ouvres une brèche. Et tu ouvres une brèche sur laquelle c'est très facile de se faire tacler. Parce qu'en fait, tu balances un propos complètement subjectif qui vient de toi. Mais même moi, parfois, je pense pas la même chose que les gens que j'accompagne. Et en fait, tu ouvres une brèche et quand le jury s'engouffre dedans, c'est terminé. Parce qu'en fait, comme c'est un propos subjectif face à un autre propos subjectif, tu gagneras jamais. Sauf si tu as sourcé par des études ou des choses comme ça. Donc dans les oraux, évitez absolument ce genre. Ça veut pas dire qu'il faut avoir un propos complètement édulcoré envers la profession, ne rien penser et ne rien être capable de critiquer. On peut critiquer, mais on critique avec une source, on critique avec un propos nuancé, on critique avec des exemples, mais on critique pas oui c'est comme ça et puis voilà quoi. Et surtout le fait de dire, genre pour ton exemple à taille humaine, pour certains la taille humaine ça va être 2 collabs, ça va être 10, ça va être 50. Ça veut rien dire. C'est pour ça que maintenant je fais attention. Tu disais là que tu avais 27 ans et que tu as été diplômée l'année dernière. Là tu as 28 maintenant. Mars, j'ai 28. Donc tu as été diplômée assez tôt. Est-ce que tu as ressenti des freins ou pas du fait d'être jeune, du fait d'être une femme? Alors moi, donc j'ai été diplômée à 27 ans, c'était le plus tôt que je puisse faire, parce que 18 ans j'ai eu mon bac, j'ai fait 5 ans d'études, 3 ans de stage, j'ai eu mon attestation de stage. C'était début d'année, sinon tu aurais eu un 26. Ouais, c'est ça. J'ai validé mon stage au bout de 3 ans au 31-12, et puis la première session que j'ai pu présenter, je l'ai présentée. On m'a dit attention, t'es jeune, attention, t'es une femme. Mais en fait, moi, je l'ai jamais ressenti pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est pas des excuses. Si j'avais commencé à me dire oui, je suis jeune, donc je vais pas l'avoir, etc., je l'aurais pas eu. Moi, tout ce qui touche à être une femme, être jeune, tout ça, pour moi, c'est pas des propos que j'entends, c'est pas des propos c'est pas des arguments que j'imprègne. Donc pour moi, c'était pas un frein. On m'avait dit le DSCG, c'est compliqué d'avoir des bonnes notes du premier coup. J'ai eu de très bonnes notes du premier coup. Le DEC, on m'avait dit la même chose, je l'ai validé. Enfin, si tu veux, j'ai jamais vraiment écouté les gens. Quand j'ai passé mon bac, on m'a dit vu ce que tu révises, t'auras jamais ton bac. Bon, j'ai eu mon bac S mention bien. On m'a toujours dit ça en fait. On m'a toujours dit vu ce que tu fais. Bon, et en fait, c'est toujours passé. J'ai toujours eu confiance en mes capacités en tout cas. Et du coup, moi, j'ai pas ressenti de frein. J'étais motivée. J'avais même des collègues des amis qui avaient parié avec moi que jamais je n'aurais mon diplôme en 3 ans. Bon, sauf que moi, plus tu essayes de me mettre des freins, plus je vais tout faire pour. Donc ça m'a aidée quelque part. Mais non, pour moi, il faut arrêter de se trouver des excuses. Jeune, femme, noire, blanc, blonde, grosse poitrine. Enfin voilà, il y a rien. C'est juste ta capacité à travailler. Alors après, est-ce que j'ai peut-être dû bourlinguer un peu plus ou faire un peu plus d'efforts qu'un homme de 39 ans qui a des cheveux blancs et qui portait une cravate? Peut-être, mais je m'en rends pas compte. Donc j'ai peut-être dû faire plus de choses que des personnes plus âgées et peut-être des hommes, mais je m'en rends pas compte et en tout cas c'est pas du tout non, pour moi c'est pas un frein. En fait le frein il est dans ta tête. Oui, c'est ça, c'est souvent plus je pense aujourd'hui, on est quand même dans une société où ça bouge et tout et on peut quand même faire des choses, on a le droit de vote, on a le droit d'avoir un compte bancaire, mais c'est vrai que c'est plus encore je pense quand même les dictats de la société où tu vois on se met des freins nous-mêmes à se dire je suis une femme, je suis jeune, beaucoup plus
que les hommes globalement, alors qu'en fait... En fait, on entend... Alors moi, j'ai du mal à me positionner sur le discours féministe parce qu'effectivement, la société, je pense, est quand même menée par des hommes. La profession d'expert comptable est menée par des hommes, mais ça veut pas dire que tu es une femme et que tu peux pas réussir. Enfin, moi, j'ai vraiment jamais eu... Après, j'ai une mère qui a eu sa propre entreprise, etc. Elle m'a jamais dit, parce que tu es une femme, c'est plus compliqué. C'est vraiment pas un discours qui est ancré dans ma tête. Et à partir du moment où, pour toi, être une femme, être jeune, ça n'a aucun impact. Mais en fait, tu les ressens pas, les impacts. Donc, je dis pas qu'il y a pas des femmes qui sont parfois discriminées ou des jeunes qui sont parfois discriminés. Je dis juste que moi, comme c'était pour moi impensable que ce soit un frein dans ma vie, comme aujourd'hui, j'ai monté une boîte, j'accompagne des gens, ils ont le double de mon âge. Si je commence à me dire, ah mince, je suis jeune, etc., ouais, ça va peut-être être difficile pour moi. Sauf que comme pour moi, c'est pas un critère, je le vois pas du coup. Donc je pense que ça tient plus de la personne et de l'état d'esprit de la personne que de la société. Après, effectivement, j'aurais pu tomber sur un jury qui trouve que j'étais trop jeune et trop femme et qui me l'aurait pas donné peut-être. Enfin, même si pour moi c'est pas une question de donner, c'est une question de est-ce que tu as bien bossé ou pas. Mais voilà, c'est pas pour moi les gens qui te disent ça ou qui disent ça aux gens. Il faut les écouter parler et puis passer à autre chose, quoi. Après, est-ce que j'ai dû bosser plus que les autres pour en arriver là? Je sais pas, mais je m'en suis pas rendu compte. On saura jamais. En tout cas, j'en suis arrivée là, femme, jeune, sujet sur le RSE qui a priori n'était pas très tendance à l'époque. Donc voilà. Justement, comment t'as trouvé ton sujet de mémoire et sur quoi tu l'as fait? Est-ce que t'as mis du temps à le trouver? Est-ce que c'était assez simple? Alors moi, je l'ai trouvé en début de 2e année. Ah, c'est assez tôt quand même. Ouais, alors après c'est pareil, tu vois, c'est assez tôt. C'est assez tôt parce que ça faisait 3 ans que ça faisait depuis ma première année que j'étais en stage que je cherchais. Les gens qui me disent ah t'as de la chance, ton sujet est tombé sur le bout du nez. Alors non, mon sujet m'est pas tombé sur le bout du nez. Mon sujet depuis le premier jour où je me suis inscrite en stage, je l'ai cherché. Donc en le cherchant, j'ai demandé des nouvelles missions au cabinet. Il se trouve que j'avais la chance, j'utilise rarement le mot chance, ouais. J'avais la chance d'avoir dans le cabinet une associée qui a développé des missions en lien avec le RSE. Mais là où ça tient de moi et pas de la chance, c'est que moi je suis allée toquer à la porte et j'ai dit coucou, moi je suis intéressée par le RSE, faites-moi rentrer. Ok, on te fait rentrer, faites-moi faire des trucs intéressants, attendez, moi je peux vous apporter des choses. Et là je suis allée chercher. Et en fait il y a un type de mission qu'on s'est mis à proposer au cabinet. Alors c'était une idée de l'associé de base, mais moi je me suis vraiment proposée pour bien développer la chose, donc je pense que ça a aidé aussi à développer le type de mission. Et donc on s'est mis à proposer un type de mission RSE qui était l'audit ESG, donc on s'est mis à proposer ça avec le cabinet. La commissaire aux comptes, ce qu'elle est commissaire aux comptes, m'a proposé de plancher sur le sujet, d'essayer de lui pondre un descriptif de mission, enfin une offre. J'ai planché dessus et du coup, quitte à plancher dessus, je me suis dit que ça ferait l'objet de mon mémoire. Donc mon sujet, il a été évident, c'est un sujet qui me plaisait aussi. Mais il ne m'est pas tombé dessus comme ça. J'ai la chance que dans le cabinet, il soit branché RSE et qu'il soit parti là-dessus. Mais on faisait d'autres trucs sur le RSE qui ne me plaisaient pas forcément pour faire un sujet de mémoire. Donc en fait, d'être force de proposition aussi sur ce sujet, je suis allée le chercher, ce sujet. Donc en 2e année, j'avais mon sujet. J'ai bossé pendant 2 ans quasiment dessus. Alors bosser dessus parce qu'en fait, la mission n'existait pas. La mission n'existait vraiment pas, donc il a fallu la développer d'abord pour le cabinet. C'est pour ça que ça a mis du temps et que j'ai passé beaucoup de temps et j'ai beaucoup de recul sur cette mission quelque part. Donc ça a mis du temps à le développer pour le cabinet et en même temps je l'ai travaillé pour mon mémoire. Et c'est comme ça que ça s'est bien passé au mémoire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais pratiqué, que j'avais presque créé, bon évidemment avec l'associé, avec les ressources du cabinet, mais quelque chose que j'avais vraiment travaillé depuis au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Et justement, si on vient parler de la chance, je pense qu'on a un peu le même avis sur la chose, mais tu disais que tu n'employais pas souvent le mot chance. Peut-être qu'on t'a dit que tu avais la chance d'avoir eu ton DEC à 27 ans. En fait, c'est horrible ce que je veux dire, mais je suis très, très, très agacée des gens qui utilisent le mot chance. Les gens passent leur temps à ne voir que le haut de l'iceberg. Ouais, le haut de l'iceberg. Ils voient quoi? Ils voient que j'ai 27 ans, j'avais mon DEC. 28 ans, j'ai ma boîte. Voilà, je fais ma vie, j'ai mes horaires, j'habite dans une grande maison, machin. Ce que les gens ils voient pas, c'est que avant ça, déjà j'ai eu une enfance, je rentre jamais dans les détails, mais j'ai une enfance très très compliquée. Après, j'ai dû bourlinguer comme tout le monde pour avoir des bonnes notes. Moi, je sortais pas en boîte. Enfin, je suis sortie, mais si tu veux, je bossais quand même beaucoup. J'ai beaucoup bossé pour avoir mon diplôme. Mon DEC, je l'ai pas volé. Je l'ai passé en période fiscale, je l'ai bossé. Mon mémoire, j'ai eu 15, mais le 15, il n'est pas tombé comme ça. Rodolphe peut en témoigner. Je me levais à 5h du matin avant d'aller en déplacement à 6h. Donc, si tu veux, il y a quand même derrière cette chance et derrière ces bons résultats, il y a une organisation.
Il y a une méthodologie, il y a des choix, il y a des sacrifices. Alors, je ne sais pas si le mot sacrifice c'est bien, mais voilà, il y a des choix. Il y a un moment donné, tu avais envie de faire ça, non, tu vas faire plutôt ça, même si sur le moment, ça te paraît moins fun. Mais voilà, pour moi, en fait, un résultat positif, c'est un enchaînement de choix. Les choix, ils peuvent être des mois avant, des années avant, voire des dizaines d'années avant. Il y a vraiment un enchaînement de choix qui font qu'à un moment donné, tu arrives sur un cercle vertueux et tu arrives sur un truc très positif. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, la boîte se porte bien, ma santé se porte mieux parce qu'avec le stress, j'avais des problèmes de santé, etc. Et les gens me voient épanouie et les gens me disent « Ah ouais, mais bon, toi, en même temps, t'as de la chance, quoi. Tu es à ton compte, tu fais ce que tu veux. » Sauf qu'il y a un an, les gens me disaient quoi, tu vas quitter ton CDI, mais t'es folle, mais tu vas pas. C'est les mêmes personnes qui te disent ça. C'est les mêmes personnes, mais ils se rendent pas compte. Ils te voient un an après, ils voient qu'en fait tout roule pour toi, et ils te disent ouais, non, mais en même temps, toi, c'est normal que tu sois pas stressé, t'as vu la chance que t'as. Sauf qu'en fait, moi, il y a un an, j'étais au bout du rouleau pendant la période Covid et avec le boulot, et j'ai pris des décisions pas faciles, parce que quand t'as 27 ans, t'es pas diplômé du DEC. T'as même pas passé ton DEC et tu démissionnes de ton job, c'est pas facile et tout le monde n'aurait pas pris cette décision. Après, il faut monter une boîte. Qu'est-ce que tu montes comme boîte? Mes clients, il faut que j'aille les chercher, mine de rien. Moi, si j'ai pas de clients, je mange pas. Donc voilà, donc si tu veux, c'est tout un tas de décisions qui sont plus ou moins difficiles à prendre, où j'ai pris sur moi, voilà, etc. Et à la fin, quand les gens te regardent et te disent t'as de la chance, ça me désole pour eux, parce qu'en fait j'ai envie de leur dire mais non, c'est pas moi qui ai de la chance, c'est toi qui en as pas. Enfin, c'est toi qui vas pas la chercher, la chance. Ouais. Et il n'y a pas de chance. Alors après, oui, j'ai la chance d'être quand même quelques petits trucs, mais il faut savoir les transformer en opportunité. D'avoir une santé à peu près normale, et j'ai 2 bras, 2 jambes. Mais comme beaucoup de gens, moi, c'est pour ça que je comme dis... 90%. En tout cas, moi, des fois, tu sais, j'avais fait un post sur la chance sur LinkedIn, et du coup, on m'avait dit justement, tu as de la chance d'être né en France, etc. Mais moi, quand je parle d'avoir de la chance, c'est plus comparé, on va dire, à tous les gens qui m'entourent, qui peut-être avaient un meilleur bagage que moi à la base et qui n'ont pas su le transformer en opportunité. Tu vois, c'est pas de dire forcément comparé à quelqu'un, je sais pas, qui était à la DAS ou autre. Enfin, j'étais pas à ce point-là non plus. Mais bizarrement, tu vas te rendre compte que t'as des gens qui viennent de pays, les mecs qui viennent de Syrie. Mais les mecs, ils se disent pas ah j'ai pas de chance. Ils se disent ok, je pars mal. Enfin, je pars avec un bagage qui est pas dingue. Mais attends, je vais faire un truc. Moi, je te dis un truc. Un jour, j'ai vu un mec à la télé. Il s'appelle Théo Curin, je crois. Il a pas de bras, il a pas de jambes. C'est un homme tronc, un jeune de... C'est celui qui a traversé... le Mississippi. Le mec, c'est un homme tronc, c'est-à-dire il a une tête et un buste, enfin, tu vois, et il est jeune et tout. Le mec n'a pas de bras, n'a pas de jambes, il est champion olympique de natation. C'est-à-dire que le mec, il nage alors qu'il a pas de bras et qu'il a pas de jambes. Et si tu veux, le jour où j'ai vu ce mec, je me suis dit, mais qui peut me dire j'ai pas de chance, en fait? C'est-à-dire que le mec n'a pas de bras, pas de jambes, il décide de faire le sport de la natation. C'est comme je vois des gens qui sont aveugles ou qui ont pas de jambes et qui font de l'équitation. Enfin... Et à ces gens-là, est-ce que tu irais leur dire « Ah ouais, mais t'as de la chance ?» Non. Donc, si tu veux, il y a des gens qui ont des bagages plus ou moins difficiles, qui ont des situations difficiles. T'as des gens qui sont orphelins, je sais pas. Mais c'est un état d'esprit. Et en général, les gens qui te disent « T'as de la chance », tu remarqueras que c'est pas le mec qui vient de la DAS ou le mec qui a pas de jambes et pas de bras. C'est le mec qui a plus ou moins le même bagage que toi, qui lui aussi est né en France, qui lui aussi, globalement, a fait des études à au moins un bac. Et c'est ce mec-là qui, en fait, aurait pu faire les mêmes choses que toi, quelque part, qui va te dire ouais, « Toi, t'as de la chance ». Alors que le mec qui vient d'un peu plus loin, mais qui se l'est donné, il va pas te dire « T'as de la chance », il va te dire « T'as bien bossé pour en arriver là ». Donc, moi, ce qui me gêne, c'est l'état d'esprit des gens qui te disent « J'ai de la chance ». C'est des gens qui, en fait, ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Après, oui, je préfère être né en France que dans un pays, je sais pas lequel. Mais mine de rien, tout ne vient pas de là. Et je te dis, il y a des gens qui viennent de pays complètement difficiles et qui ont réussi mieux que toi et moi et mieux que tous les mecs qui vont très bien en France, tu vois. Donc, le jet de la chance, pour moi, c'est des gens qui se trouvent les excuses de ne pas faire de choix. Et c'est plus ça qui m'agace que de me dire que oui, effectivement, je suis née en France et avec 2 bras, 2 jambes. Et que, effectivement, mais comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'autres gens, nous, dans notre domaine, je veux dire, mais moi, les gens dans qui les disent collègues, que j'ai de la chance, ils ont un minimum un bac plus 5, voilà, une famille, une tête, des bras. Enfin, ils sont tout comme moi, sauf qu'ils font pas les mêmes choix. Et du coup, le tas de la chance, je passe maintenant, mais ça me fait mal pour eux. Je me dis, si vraiment ils pensent que j'ai de la chance, c'est vrai que du coup il fera pas grand chose de sa vie à lui, parce que si en regardant moi, quand je regardais des gens qui m'inspiraient, il y a des gens qui m'inspiraient et qui avaient des vies de ouf. Tu t'es jamais dit? Je me suis jamais dit j'ai de la chance. Je me suis dit attends, comment il a fait le mec pour faire ça? Et tu creuses et tu trouves comment il a fait. En général, il a pas claqué des doigts, hein. Parce que moi, les mecs qui sont rentiers, c'est pas des mecs les mecs qui héritent ou des choses comme ça. C'est pas eux que je regarde. En général, tu regardes les mecs qui sont millionnaires.
Au lieu de te dire il a de la chance, demande-toi comment il a fait. Et tu te rends compte qu'il y a un vrai travail derrière, il y a une vraie méthodologie. Même s'il est même s'il est millionnaire à 23 ans, tu vas te rendre compte que depuis qu'il a 16 ans, il fait des trucs. Et quand tu commences à avoir cet état d'esprit-là, t'es plus du tout dans le « Ah, moi j'ai pas de chance et les autres oui ». T'es en mode « écoute, je vais copier au bon sens du terme, je vais essayer de m'élever pour faire comme lui ». Et tu t'inspires comme ça de plein de gens qui ont réussi, qui partent de plus ou moins bas. C'est pas non plus une fatalité de partir avec des... Enfin, c'est bien aussi d'avoir déjà un bagage, etc. Et du coup, tu t'élèves. Donc ouais, les gens qui me disent « J'ai de la chance », ça m'agace. C'est toujours les mêmes en plus, tu vois. Toujours les mêmes. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment l'état d'esprit de comment tu vois les choses, parce qu'on va dire, j'aime pas dire ça, mais on va dire entre guillemets les personnes qui réussissent, et soit tu peux les jalouser et se dire voilà, la personne elle a de la chance et c'est juste de la chance et moi j'en ai pas, c'est comme ça, je peux rien y faire. Ou soit tu vas les trouver inspirantes et justement tu vas t'aider de ça pour toi t'élever, et que justement tu sais, même quand tu disais qu'on te disait ouais mais t'es malade de quitter ton CDI et tout, mais en fait souvent c'est les gens, ils te projettent leur propre peur à eux, parce que eux ils auraient peur de le faire et du coup ils te disent mais t'es malade. Ils auraient peur de le faire, pour eux c'est des décisions qui sont trop difficiles à prendre pour eux. Mais après, une fois que toi, tu l'as fait, donc t'as quand même passé un moment dur, parce que je vais te dire, je dis pas que c'est difficile de monter sa boîte, mais bon, il y a des moments où tu te regardes dans le miroir, tu dis merde, faut que je mange quand même. Donc si tu veux, eux, ils passent pas ce cap difficile, ils se mettent pas un peu dans la merde à un moment donné. Zone de confort. Hein. Voilà, ils sortent pas de leur zone de confort. Enfin, après, tant mieux pour eux, ils sont pas obligés non plus de le faire. Mais par contre, après, quand ils te regardent et qu'ils disent, toi, t'as de la chance, je dis, ouais, mais bon, pendant un an, moi, regarde ce que j'ai fait. Pendant que toi, tu te plains et que t'attends que ça passe, regarde ce que j'ai fait. Bon, après, les gens qui te disent, j'ai de la chance, je te dis, c'est toujours les mêmes profils. C'est des gens qui ont à minima le même bagage que toi, voire quelque chose d'à peu près similaire, et qui en fait en font rien parce qu'ils ont, je sais pas envie. Les vraies personnes qui ont galéré et qui ont fini par réussir te disent pas t'as de la chance, ils te demandent comment t'as fait en fait. C'est toute la différence. Et... Je pense que la seule différence entre moi et quelqu'un d'autre, à bagage égal, c'est juste ça. C'est juste cet état d'esprit. Je suis pas plus intelligente qu'un autre. J'ai juste le deck. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens... 70% de réussite. Il y a plein de gens sur cette terre qui ont le deck ou un diplôme à peu près équivalent, genre bac plus 5, bac plus 8. J'ai rien de plus que ces gens-là. Juste un état d'esprit différent. Et par contre, je pense que c'est 95% de la réussite. C'est ton état d'esprit, ta capacité à transformer ton état d'esprit en état d'esprit de quelqu'un qui a envie de faire un peu mieux, quoi. Justement, si on revient à ton mémoire, je crois que tu as fait un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on pouvait faire, c'est-à-dire que tu avais déposé ta notice avant d'avoir fini tes 3 ans. Ouais, tu peux déposer ta notice avant, ouais. Ta notice, tu peux la déposer, je crois, à vérifier, mais à partir de la 2e année, tu peux déposer ta notice avant. De toute façon, pour présenter le mémoire en mai 2021, j'étais obligée de déposer la notice au max en novembre, et moi, mon stage se finissait en décembre. Donc oui, la notice, tu peux la déposer. À partir de la 2e année, je crois, tu peux déposer ta notice. Et moi, j'ai pas attendu. Et tu te rappelles, t'as combien de sessions pour le passer? Une fois que tu as déposé ta notice, je crois que l'agrément, il vaut pour longtemps. Ce qui est un peu plus chiant, c'est quand tu as les écrits, ils sont pas valables très longtemps. Mais je crois que l'agrément, une fois que tu l'as à vérifier, mais tu as le temps. Ok. Tu as le temps. Donc en fait, on peut le déposer avant, et sachant que ça se passait comment pour les rapports semestriels, parce que je crois que ton dernier rapport semestriel... J'ai juste envoyé mon dernier rapport semestriel un peu plus en avance que prévu, au lieu d'envoyer mon rapport. Okay. Mais même, à la rigueur, t'écris ta notice, tu l'envoies tu l'envoies au SIEC pour le DEC, et 2 mois après, tu l'envoies à l'ordre comme ton 4e rapport. Il n'y a pas de... Tu t'en fous. Même les rapports, si tu veux l'envoyer les 4... Bon, les 4 au début, non, ils n'aiment pas ça parce qu'ils veulent quand même une évolution dans les rapports. Mais si tu veux envoyer ton rapport 2 mois avant ou quoi, tu peux. Après, juste ma notice, je l'ai écrite. Je l'ai envoyée en septembre pour le SIEC et je l'ai envoyée en décembre pour l'ordre. Pour mon stage, quoi, pour l'ordre. C'est pas un problème. En fait, comme quoi c'est possible, si on trouve son sujet assez tôt, etc., il faut de l'envoyer plus tôt. En fait. Le stage, c'est 3 ans. Si tu commences à chercher ton sujet de mémoire à la fin de ta 3e année, ton stage, c'est 5 ans. Enfin, les gens qui me disent, c'est pareil, t'as fait ton deck en 3 ans. Ouais, mais mon coco, moi, en fin de 1re année, je cherchais un sujet déjà. Après, si t'attends la 3e année... Dès le premier jour, t'as dit... Ouais, dès le premier jour, j'avais mon sujet. Voilà, donc après, si t'attends le dernier jour de la 3e année pour chercher ton sujet, la probabilité que tu passes ton stage en un peu plus long, ton deck un peu plus de temps que moi... Oui, c'est toujours une question de proba, quoi. Une question de quand est-ce que tu... De priorité et de choix, parce que peut-être qu'à ce moment-là, la priorité de la personne n'est pas de passer le deck, et c'est totalement OK. Mais dans ce cas-là, ce mec-là, il te dit pas, ouais, mais toi, t'as de la chance, t'as passé ton deck en 3 ans. Il te dit, ah, bah moi, j'avais voulu faire une autre expérience, donc j'ai passé en 5 ans. Mais lui, il t'en veut pas d'avoir passé le deck en 3 ans. Enfin, en tout cas, il s'en fiche que toi, t'aies eu le deck en 3 ans. Celui qui te le... pas qui te le reproche, mais qui te l'envoie un peu dans les dents, en général, c'est celui qui aurait voulu, mais qui a pas fait ce qu'il fallait, et machin. L'important, c'est d'être OK avec soi. Si tu veux le passer en 10 ans, tu le passes en 10 ans. Moi, j'accompagne des gens, ils ont 45 ans.
ils n'avaient pas envie de passer le deck à 27 ans, ils avaient envie de le passer à 45 ans, mais ils vont pas te reprocher, toi, de l'avoir passé en 3 ans. Et toi, justement, donc, si j'ai bien compris, en fait, tu as démissionné avant de passer les épreuves, et ça t'a pas fait peur de démissionner alors que tu n'avais pas le diplôme, que tu savais pas ce que tu allais faire? Non, moi, je te dis... en fait, moi, j'ai eu depuis plusieurs années, j'ai des problèmes de santé à cause du... J'ai mis longtemps à le comprendre à force de consulter à cause du stress. J'avais des migraines, j'avais des céphalées chroniques en fait, mais des migraines à se jeter par la fenêtre, quoi. Enfin, je veux dire, handicapante pendant des années. Je commence à avoir de plus en plus de problèmes de santé. Enfin, le stress, ça tue quand même. Hein. Il faut pas... Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi, notamment en cabinet, mais pas que, qui sont très, très stressés et qui développent carrément des maladies. Et j'ai commencé à vraiment arriver au bout du rouleau, mais le bout du rouleau physique. Et je me suis dit, mais DEC ou pas DEC, ARES conseil ou un autre concept, peu importe, faut que je m'en aille. Et j'allais pas attendre la période fiscale d'après. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de partir. C'est pas une question d'avoir le DEC ou pas le DEC. Bon, après, pour moi, passer le deck en une fois, en un coup, c'était obligatoire. Enfin, moi, si tu veux, quand je me fixe un truc, je me le fixe. Mon deck, je le voulais du premier coup. Et j'étais tellement persuadée que je l'aurais du premier coup que j'ai tout fait pour. Ouais, j'ai tout fait pour et je savais que ça se passerait comme ça. Donc, j'étais pas très inquiète à l'idée de pas avoir mon deck. Mais deck ou pas deck, c'est pas grave, en fait. J'aurais trouvé une solution pour faire autrement. Donc, ouais, j'ai annoncé mon départ en février et je passais le deck en mai. Février, mars, avril, mai, j'ai annoncé mon départ 3 mois. Enfin, j'ai pris ma décision en janvier, je l'ai annoncé en février. Donc 4-5 mois avant de passer mon deck, j'avais déjà décidé de partir. Pose pas de questions, moi. Hein. Moi, ça va pas, je m'en vais. Et puis, je savais que dans tous les cas, je rebondirais sur d'autres choses. Mais tu sais, c'est quand tu es face à un mur, tant que tu es en cabinet, tant que tu es dans une période fiscale de manière générale, c'est difficile de... Tu sais, il y a Thibault Louis, il parle beaucoup de skin in the game. C'est-dire que tant que... Sur LinkedIn, Thibault Louis, pour ceux qui connaissent. Tant que tu n'es pas skin in the game, c'est-à-dire que tant que ta peau ne dépend pas de ton business, tu feras rien, en fait. Par contre, quand tu n'as plus de job et qu'il faut manger à la fin du mois, je te dis que des idées de business, t'en trouves, deck ou pas deck. Donc, je me suis dit, t'inquiète, tu pars. Bon, je savais que j'aurais le deck et tant mieux, je l'ai eu. Je l'aurais pas eu, c'est pas grave, j'aurais trouvé une autre parade. Ouais, il y a un moment donné, quand tu arrives au fond, tu es obligé de taper du pied, quoi. Et je savais que j'étais comme ça, qu'en cas de problème, je trouverais toujours une solution. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec Rodolphe, c'est-à-dire que c'est ton business. Et je te dis que je trouve des solutions que si j'étais salariée, j'aurais pas trouvé les mêmes, tu vois. Donc, j'aime beaucoup Thibault Louis sur ce sujet-là, notamment. C'est tant que c'est pas ton business, tu feras rien pour te bouger. Quand ça commence à devenir ton vrai problème, là, tu fais plus. Et je me suis découvert des capacités du fait d'être justement à mon compte que je pensais pas du tout avoir, parce que quand tu es salarié, te laisse un peu porter, tu as un salaire qui tombe tous les mois, on ne te demande pas de faire beaucoup plus que ce qui est écrit dans ton contrat de travail. Et après, quand tu es à ton compte et qu'il faut se bouger pour trouver des nouvelles idées, des choses comme ça, là, tu trouves des capacités, tu te dis « Ah ouais, je ne pensais pas que j'étais capable de ça ». Donc, je savais en tête que j'étais capable de rebondir comme ça. Donc, ouais, je suis partie, j'ai annoncé mon départ en février, je n'avais même pas passé le deck, je ne l'avais même pas passé. Et quand tu parles de capacités que tu as découvert après, tu penses à des choses en particulier ? Je te dis, tant que j'étais en cabinet, je ne pensais pas être capable de rien que de monter une boîte, rien que d'être à mon compte, rien que de facturer des clients. On s'en fait toute une montagne. En fait, il faut l'expérimenter. Moi, j'avais jamais fait de facturation de ma vie. En cabinet, je voyais vraiment pas la partie gestion de cab. Moi, je savais rien faire. Enfin, je ne savais même pas au cabinet combien on facturait de l'heure, pour te dire. Tu aurais pu me dire 20 € comme 300 € de l'heure. J'aurais dit OK. Non, mais j'étais décorée. Moi, je faisais pas d'expertise comptable. Hein. Donc, si tu vas me dire, je passais quand même les FNP, tout ça, du CAC, mais je les regardais. Enfin, je captais pas du tout les montants. Je m'en foutais complètement. Du coup, quand tu as ta boîte, il faut que tu commences à calculer ton chiffre d'affaires, tes charges, commence à déjà de la paperasse, truc tout bête que je ne faisais pas non plus, parce que moi, j'étais qu'en CAC. Moi, la paperasse pour monter une boîte, j'en avais jamais fait. Et j'ai découvert, je le savais un peu, mais je suis vachement autodidacte. Et qu'en fait, sur Internet, tu as tout. Et en fait, il n'y a rien que tu ne puisses pas apprendre à faire un site Internet, des choses comme ça. Moi, j'étais complètement... voilà. Et j'ai découvert qu'en fait, ma plus grande capacité, c'est face à un problème. Je ne sais pas faire, mais c'est pas grave. Je cherche. Et quand tu cherches, tu trouves. Donc, j'ai compris qu'en fait, je pouvais me sortir d'un peu toutes les situations, juste parce que j'ai la capacité de ne pas paniquer et d'aller chercher une solution. Et s'il faut appeler quelqu'un, je fais. Donc c'est ça la capacité surtout que je me suis trouvée. Puis moi, j'avais pas beaucoup d'expérience. Hein. Quand je suis partie, j'avais 3 ans d'expérience. C'est quand même jeune.
Donc ouais, j'ai trouvé cette capacité à être capable de me sortir de situations et à être capable de faire des choses sans en avoir eu l'expérience en cabinet en tout cas. Donc même si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas pas te dire je sais pas faire, je vais pas le faire ou non, au contraire, souvent j'ai des idées, des ambitions, de trucs mais qui me paraissent je me dis attends mais comment je vais pouvoir réussir à faire un truc comme ça. Tu as peut-être un exemple avec la plateforme dont on parlait ce midi. Du coup, j'aimerais lancer une plateforme pour le coaching deck parce qu'en fait là le CPF a complètement fermé les vannes, peut-être temporairement mais peut-être définitivement sur tout ce qui est coaching deck. Donc moi j'ai beaucoup de gens que j'accompagnais en coaching deck qui passaient par le CPF et qui aujourd'hui me disent maintenant que c'est plus pris en charge par le CPF, financièrement c'est compliqué, sauf que moi je suis expert comptable donc je facture pas 20 € de l'heure non plus. Encore une fois c'est mon travail, c'est une passion, mais c'est bénévole aussi... je suis pas bénévole, non mais c'est bête, mais c'est mon travail, c'est ma passion, mais c'est mon travail aussi, et puis je sais ce que je vaux, donc voilà. Donc ils me disent financièrement c'est compliqué, donc j'ai commencé à réfléchir à quelque chose qui moi me convenait et qui pouvait surtout convenir aux gens. Donc j'ai commencé à vouloir développer une plateforme. Déjà quand j'ai dû faire le site internet d'Arès Conseil partant de zéro. Qui a fait le site, oui, alors qu'il y a plein de gens tu vois qui se diraient c'est pas mon métier. Alors moi déjà dès que je peux économiser des charges, je le fais. C'est le mindset un peu expert comptable. C'est le mindset expert comptable un peu radin, ouais. Non, mais surtout moi ça m'intéresse d'apprendre, si tu veux déléguer, à quoi ça sert le jour où j'en ai besoin. C'est dépendre de quelqu'un alors que toi ce que t'aimes c'est... Puis encore une fois, c'est comme ce que je disais un peu en cabinet, j'ai toujours des idées. Et je suis sûre que si je prends quelqu'un qui va le faire à ma place, ça va pas être exactement comme moi j'avais voulu. Donc tu vas repasser derrière et ça va te frustrer toi, frustrer la personne. Et ce qu'il a fait, ça sera pas exactement ce que je voulais. Hop, tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là. Il semble que notre invité était un tout petit peu bavard. Alors si tu veux connaître la suite de ses aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ça serait quand même de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.